Avez-vous votre liste d'embuscades? Les embuscades, c'est quoi? C'est un peu comme bâtir sa liste qu'on appelle la not to-do list. La liste des choses à ne pas faire. Les choses qu'on sait parfois qui vont nous retarder, qui vont drainer notre énergie, où on va perdre un temps fou, ou lorsqu'on va se mettre à procrastiner, c'est l'endroit qu'on va faire, c'est l'activité de prédilection qu'on va favoriser plutôt que faire la chose qu'on devrait faire. Et cette liste-là, elle est importante de l'avoir identifiée. C'est quoi les 10 choses, les 10 mauvaises habitudes ou encore les 10 choses que je devrais davantage conscient, qui me ralentit plutôt que de regarder la productivité seulement sous l'angle des choses que je devrais faire. Aujourd'hui, ce que je veux qu'on regarde, c'est regardons-le de l'angle des choses que je devrais peut-être arrêter de faire ou à tout le moins que je devrais mieux contrôler. C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Charlie Munger disait, écoutez bien celle-là, je la trouve tellement bonne. Il dit tout ce que je veux savoir, c'est l'endroit où je vais mourir. Parce qu'il dit c'est la place où j'irai jamais. Et ça m'a fait rire lorsque je l'ai retrouvée celle-là, puisqu'on le sait, il nous a quitté Charlie Munger à 99 ans et pratiquement à 3 semaines de son 100e anniversaire, qui est en janvier. Donc, tellement rempli de vérité et de sagesse, mais ça me rappelle qu'il y a des endroits où on ne devrait pas aller. Il y a des endroits où on va à chaque jour et on sait qu'on ne devrait pas aller là. Des mauvaises habitudes qu'on a, qu'on ne devrait pas faire ça, mais c'est plus fort que nous. Alors, votre liste d'embuscades, c'est un peu ça. C'est plutôt que se demander qu'est-ce qui va générer du succès, on va se demander qu'est-ce qui va générer un échec assuré. Et on va essayer d'éviter ces comportements-là à tout prix. Alors, c'est la raison pourquoi c'est important d'identifier les comportements, que ce soit des comportements toxiques, que ce soit des comportements compulsifs qui nous font procrastiner ou encore qui nous créent un faux sentiment de détente parce qu'on a besoin de les faire et on les répète quotidiennement parce que c'est plus fort que nous. Et vous allez voir, je vais vous donner une liste de choses peut-être qui va vous faire réfléchir, qui va vous permettre d'alimenter votre propre liste. Alors, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est vous donner comme devoir de bâtir votre liste d'embuscades. Si vous y pensez comme il faut, vous êtes capable d'en trouver une dizaine. Une dizaine de choses, d'activités, d'actions que vous faites, de mauvaises habitudes, qui sont des embuscades et qui n'aident pas à votre productivité, au contraire, qui va gruger votre productivité. Et c'est sans ordre nécessairement d'importance, mais je vous donne la liste que j'ai construite ici. La boîte de courriel, c'est une belle embuscade. Et à chaque semaine, il y a des semaines où je l'identifie de façon très, très claire dans mon focalisateur. Le focalisateur, d'ailleurs, est disponible dans les outils gratuits. Si vous regardez dans la description du podcast, vous allez voir, il y a un lien pour récupérer vos outils gratuits. Et à l'intérieur, il y a un outil que j'appelle le focalisateur qui vous invite à identifier vos 3 grosses priorités de la semaine, découper vos 3 grosses priorités, 5 sous-étapes maximum. Et la 4e case sert à quoi? Quand je regarde ma semaine qui s'en vient, dans laquelle j'ai identifié mes 3 grosses priorités, qu'est-ce qui pourrait faire déraper ma semaine? C'est quoi les choses cette semaine à laquelle je dois être vigilant? Et la boîte de courriel, surtout si vous avez pris l'habitude de démarrer votre journée le matin en vous levant à la maison, en prenant le téléphone et en allant sur Facebook, Instagram, la boîte de courriel, vous commencez déjà la journée en réaction à, plutôt que de mettre des choses positives. C'est un bel endroit, la boîte de courriel, où on a fini par se rationaliser ça en se faisant croire qu'on doit l'apprendre en continu, on doit regarder. C'est comme une mauvaise habitude qu'on a développée au fil du temps et ça se prolonge évidemment tout le long de la journée puisqu'on n'a pas défini clairement à quel moment je prends mes journées. J'ai pris le taureau par les cornes cette année. J'ai fait ce qu'on appelle le batch delivery. Ça veut dire que mes courriels sont livrés dans ma boîte de courriel 2 fois par jour seulement. Alors, prenons l'exemple, le dimanche à 6h35 p.m., les courriels de la journée du dimanche vont rentrer dans ma boîte de courriel et la prochaine fois que je vais recevoir des courriels, ça va être le lendemain après-midi, le lundi à 1h35. Donc, ça me donne un petit bloc de 20 minutes le matin où je vais gérer tout ce qui est rentré. Il n'y en a généralement pas beaucoup le dimanche et la prochaine fois que ça va rentrer, c'est 1h35. Donc, ça a été ma façon à moi de contrôler
cette mauvaise habitude qui, lorsque je deviens un peu plus stressé ou la charge de travail augmente, pour me déstresser, pour me créer un faux sentiment d'utilité ou de production, je vais aller dans la boîte de courriel. C'est facile, c'est rapide, petite shot de dopamine, 4-5 courriels, hop, lui, finalement, ça fait une demi-heure que je suis là. Donc, je perds en productivité. Deuxième, toutes les messageries, si elles ne sont pas configurées comme il faut, ça va gruger une bonne partie des heures de votre journée, de votre semaine. Il y a des gens qui passent 15 heures par semaine dans les messageries. Si on combine la messagerie et le courriel, j'ai accompagné des clients qui passaient entre 20 et 25 heures par semaine à être en réaction à tout ce que les gens leur envoient. C'est hallucinant. Donc, il y a moyen d'être plus productif par rapport à ça. Et ceux qui font partie, qui se reconnaissent dans ça, c'est pas de vous dire, il comprend rien, il n'a jamais vu ma boîte de courriel. Non, allez pas dans cette direction-là. Posez-vous la question, est-ce qu'il n'y aurait pas des techniques où je pourrais gagner du temps, je pourrais passer moins de temps et je pourrais investir mon temps à un endroit où ça va faire une plus grosse différence, où je pourrais générer beaucoup plus de valeur? C'est ce discours-là que vous devez tenir. L'actualité, le fil d'actualité, c'est une belle embuscade. Magasiner sur le web, ça en a un autre. On s'en va sur le web un petit peu, on voit une annonce du nouveau iPad, on clique dessus. Oups, il est beaucoup plus cher que l'ancien. On tombe sur la page de Apple et tu cliques sur le bouton comparer. Tu veux comparer avec le tien que tu as déjà, ça vaut-tu la peine? Oups, tu dis je vais aller sur YouTube, tu vas voir 3-4 revues de gens qui l'ont déjà essayé parce qu'ils l'ont eu avant tout le monde. Et puis finalement, tu as passé 1h15 à te demander si tu vas acheter le nouveau iPad et tu es au travail. Tu es au travail pendant ce temps-là, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Tu n'as pas généré de valeur. Donc, magasiner sur le web, c'est un gros danger public. Commencer sa journée avec la télé, c'est une belle embuscade aussi. Vous avez la chance le matin de mettre de la belle vitamine dans votre cerveau, dans le centre exécutif, dans le mindset, dans le psychologique. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, c'est juste, j'aime ça le matin, ça fait comme partie du bruit du matin, je ne l'écoute pas vraiment. » Si c'est le cas, si c'est ça votre façon de rationaliser le tout, pourquoi vous ne mettez pas, plutôt que mettre du fast-food dans votre esprit, pourquoi tu ne vous mettez pas des bonnes vitamines, des bons glucides, des bons gras, de la bonne protéine pour votre mindset? Il y a des façons de faire ça. Il y a beaucoup de meetings, beaucoup de meetings qui sont des véritables embuscades. Ça prend du courage pour aller en discuter, particulièrement si ce n'est pas vous qui les animez. Il y a probablement des meetings. Moi, j'ai eu une époque où mes meetings commençaient à l'heure et j'étais très exigeant sur l'heure du début, mais j'étais un adolescent sur l'heure de fin. Quand il y avait une discussion, puis je trouvais ça intéressant, je pouvais garder tout le monde dans le meeting. Et le meeting qui devait durer 1 heure, finalement, durait 1h30, parce qu'on est allé sur un sujet qui n'était même pas à l'ordre du jour, mais que moi, j'avais décidé, dans mon côté égoïste de vice-président, d'imposer à tout le monde. Oui, parfois, c'était intéressant. Oui, c'était pertinent. Mais je ne respectais pas l'agenda qu'on avait. Donc, il y a des gens, c'est sûr, autour de la table, pour qui le meeting n'était pas pertinent et qui restait par respect, parce que le grand boss est là, puis c'est lui qui fait le meeting. Le dernier podcast que j'ai fait, un des derniers que j'ai fait sur Elon Musk, Elon Musk a donné la permission en 2018 à tout le monde qui assiste à un meeting que si le meeting ne génère pas de valeur ou n'est pas pertinent dans leur poste, tout ce qu'ils ont à faire, c'est quitter le meeting. Et si le boss va les voir pour les réprimander, si je travaillerais dans l'environnement d'Elon Musk et que j'étais dans une position de leadership, c'est probablement la dernière chose que je ferais. J'irais plutôt voir les gens pour savoir qu'est-ce que je devrais changer, qu'est-ce que je devrais améliorer, quel bout qui n'était pas pertinent. Puis je vais peut-être découvrir aussi que ce n'était pas pertinent simplement juste pour cette personne-là, mais que ça l'était pour les autres. Ou encore que mon meeting n'est vraiment plus pertinent, il n'y a plus sa raison d'être. Il y a des clients qui sont des embuscades, il y a des collègues de travail qui sont vraiment des embuscades. On se demande qu'est-ce qu'ils font à part déranger les autres. Il y a des clients qui sont ultra exigeants et dont les marges brutes sont rendues tellement minces parce qu'ils nous ont trop négocié et qu'on garde encore, ça devient une véritable embuscade. La loi de Pareto, la règle du 80-20. 20% de vos clients vont vous générer 80% de votre profit. Si vous travaillez avec le 80% des clients qui génèrent 20% et que vous êtes toujours là, parce que dans le 80%, il y en a un 80% dans ça qui était high demand, comme on dit, qui demande énormément de temps.
ben, il est peut-être le temps de se poser des questions. Je fais quoi le temps que j'investis sur ces clients-là? Si je le mettrais sur ceux qui sont vraiment heureux, est-ce que je ne pourrais pas augmenter les ventes de ce côté-là? Hein, c'est des questions de qualité qu'il faut se poser. Le temps que je perds à servir un client qui n'est pas très payant, mais qui est très demandant, ça draine mon énergie, c'est dur sur le moral et en plus, il est rarement content. Un boss démotivant, ça peut être une belle embuscade. La surplanification pour les gens qui procrastinent beaucoup et qui sont très, très forts en planification. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour se déculpabiliser souvent? Ils vont se refaire un nouveau plan. Puis il va être bien fait, il va être bien documenté, tout ça, mais il ne marche jamais le plan parce qu'on procrastine trop. Donc souvent, la surplanification, c'est une embuscade. Netflix, c'est une maudite belle embuscade. C'est facile de se faire prendre dans Netflix, particulièrement les émissions qui durent 30 minutes, 1 heure et qui sont un peu des téléséries. C'est facile parce que Netflix, c'est les spécialistes du suspense. C'est les spécialistes pour vous faire consommer la prochaine émission. Et si vous ne mettez pas des frontières à ça, des limites, très, très, très facile de se faire prendre dans cette embuscade-là. Le multitâche, c'est une belle embuscade. L'incapacité à dire non aussi. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de faire votre liste. C'est quoi, vous, vos embuscades? Et faites votre liste sans jugement. Faites votre liste sans vous porter de jugement ou en vous sabotant l'écrivant ou en vous disant, en vous rappelant comment vous n'êtes pas bon, puis comment est-ce que vous êtes ci, puis comment est-ce que vous êtes ça. Je comprends pas que je fais encore ça. Puis, je travaille de la maison, mais quand j'étais à la maison, en embuscade, c'est mon frigo. Toutes les 2 heures, j'ai faim. Arrêtez. La première étape, c'est l'étape de la prise de conscience. C'est l'étape où je dépose sur papier ma liste des 10 embuscades. Et ce que je vais vous inviter à faire par après, c'est d'en choisir juste une. Juste une, et de vous bâtir un plan et de la travailler pour un mois. Et idéalement, plutôt que vous lancer là-dedans demain matin, attendez le 1er du mois. Le 1er du mois, c'est toujours un peu un sentiment de renouveau. Dans beaucoup d'entreprises aussi, où on vit par les ventes, bien, le 1er du mois, c'est un nouveau mois. On recommence, le compteur est à 0 au niveau des ventes. Alors, il y a quelque chose qui est le début, qui est un recommencement lorsqu'on s'applique à changer quelque chose le 1er du mois. Alors, je vous invite faire votre top 10, votre top 10 des embuscades que vous aimeriez éliminer, d'en choisir juste une, de mettre de côté les autres et d'avoir un bon plan de match. Et visez 60%. Si vous avez un plan de match et que vous mesurez la chose que vous voulez éliminer ou mieux contrôler sur une base hebdomadaire, assurez-vous que vous le mesurez, ça c'est clair, et visez 60%. C'est la note de passage dans les universités, dans les cégeps, et c'est pas un hasard. C'est en haut de 50, puis en même temps, c'est le minimum requis. Si tu atteins 60% de réussite sur tes embuscades, peux-tu te dire que tu es drôlement plus loin que tu étais auparavant? Je peux te dire que c'est pas une petite victoire, c'est une méchante grosse victoire. Et on oublie souvent de le regarder comme ça. Quand tu es à 0%, parce que avant de t'attaquer à ton embuscade, tu étais à 0. Tu réagissais toujours à tes embuscades et tu les laissais avoir le dessus sur toi, et que 60% du temps, dans ta semaine, tu as bien réussi à la contrôler. Aïe, aïe, hey, ouvre-toi une bonne bouteille de vin. Paye-toi un bon repas au restaurant. Faites ça, mes amis. C'est de même qu'on se transforme. C'est avec des victoires comme ça qu'on se transforme. Il y a 2 auteurs qui sont Kramer et j'oublie le nom de l'autre auteur, mais Kramer, et le titre du livre, c'est The Progress Principle, le principe du progrès. Et ces 2 chercheurs qui parlent justement de l'importance fondamentale des petites victoires sur l'attitude qu'on a. C'est tellement, tellement important. Le livre est juste là-dessus. Ça a été publié, ça fait une dizaine d'années, mais c'est toujours aussi d'actualité. Et c'est un excellent livre, d'ailleurs, si vous voulez travailler votre liste d'embuscades. Ce livre-là, The Progress Principle, Atomic Habits, j'oublie le nom en français, mais il est disponible en français, qui est probablement le meilleur livre de James Clear sur les habitudes. The Power of Habits, de Charles Duhigg aussi, qui est un autre excellent livre. Ça a été le premier livre que j'ai lu vraiment, je dirais pas que je l'ai lu, que j'ai étudié. Parce qu'il y a une différence vraiment importante entre lire un livre et étudier un livre. Ce livre-là, je l'ai vraiment étudié. J'ai écrit beaucoup de notes, manuscrites.
que j'ai réécrit dans Evernote. J'ai vraiment étudié ce livre-là et ça a été life-changing. Alors, allez-y en profondeur, mes amis. Prenez une chose dans votre liste d'embuscades, attaquez-la pour le prochain mois, commencez ça le premier et célébrez vos belles victoires. Salut, on se revoit très prochainement. Ciao!